Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à l'interrogatoire de l'algorithme ChatGPT sur ses connaissances médicales. Le premier épisode, j'ai trouvé qu'en fait j'avais été un peu trop simple dans mes questions. J'avais pas été chercher des situations complexes faisant appel à de l'éthique par exemple. Et je lui avais aussi posé des questions en anglais alors qu'il est complètement capable de comprendre le français. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet de soutenir la chaîne, tout comme les pouces bleus et les petits commentaires, n'est-ce pas? Dans la liste de questions, je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense de l'euthanasie. Déjà, je commence à lire en tant qu'IA, je trouve ça incroyable. Je n'ai pas de croyance d'opinion personnelle car je suis programmé pour fournir des informations impartiales et objectives, en fonction des données que j'ai apprises. Là en fait ChatGPT se renvoie à sa propre fonction de catalogue au final et qu'il peut pas y mettre de sensibilité. Pour le moment, sur le papier, une intelligence artificielle est dénouée d'émotions, il lui manque ce fameux facteur humain. Du coup il nous dit, est une pratique consistant à mettre fin à la vie d'une personne souffrant d'une maladie incurable. Il s'agit d'une question très controversée car elle soulève des questions éthiques et morales sur le droit à la vie, la dignité humaine, le respect de l'autonomie et de la liberté individuelle. Effectivement, des choses qui s'opposent entre la liberté de pouvoir mourir, tout simplement, si on le souhaite, et le respect aussi du droit de la vie. Tous ces débats qui ont lieu même dans les pays où l'euthanasie humaine est autorisée, ça a toujours fait débat, et ça fait toujours débat dans ces pays-là actuellement. Il conclut en disant en fin de compte, l'euthanasie humaine est un sujet complexe et sensible qui nécessite une réflexion approfondie et une discussion ouverte et éclairée. En gros, il se positionne pas en tant qu'intelligence artificielle, il nous donne simplement les opinions des deux camps, on va dire, des pour l'euthanasie et des contre l'euthanasie. Allez, on va aller sur du plus technique. Comment prendre en charge une victime qui a fait une chute de 6 mètres? Bon, donc là, moi, j'avais cherché un peu sur une prise en charge médicalisée, mais là, il dit un peu comme si un citoyen lambda, effectivement, venait de taper ça. Bon, en tout cas, ce qu'il dit pour un citoyen, la première chose, c'est d'alerter, donc c'est bon. Ils disent justement de ne plus la victime ne bouge pas, et que si elle est allongée sur le dos, il faut faire un maintien tête, donc maintenir l'axe tête-cou-tronc, en cas justement de blessure, de lésion cervicale ou de la colonne vertébrale, justement pour ne pas amplifier les lésions de la moelle épinière qu'il pourrait y avoir dans le pire des cas, et de vérifier toujours la conscience de la victime, vérifier qu'elle a une respiration spontanée, sinon c'est une victime inconsciente qui ne respire pas, débuter la réanimation cardio-pulmonaire. Il précise pas aussi qu'il faut pas se mettre en danger, il faut d'abord sécuriser la zone. Si par exemple la victime a chuté dans un endroit inaccessible, il faut pas se mettre en danger pour aller la chercher, il faut attendre les professionnels aguerris pour ça. Mais j'aimerais bien, quelle est la prise en charge médicalisée d'une personne ayant chuté de 6 mètres. Ok, donc là, en axant cette réponse dans ce sens-là, il arrive à me donner un protocole un peu plus médicalisé. Effectivement, première chose, évaluation et stabilisation. On va d'abord évaluer en faisant tout ce que les pompiers feront aussi, d'abord le cadre osseux, savoir s'il y a d'autres traumatismes, bilan neurologique, une fast écho pour voir s'il y a un saignement au niveau du thorax ou de l'abdomen, voir s'il y a un saignement actif, parce qu'en fait, en fonction de cette évaluation-là, au-delà de la prise en charge thérapeutique et curative qu'on va mettre en place tout de suite, ça va changer notre destination. Par exemple, s'il y a un saignement intra-abdominal, on va aller tout de suite au niveau d'une salle de réveil et il aura ensuite son scan. Si jamais il y a rien au niveau de l'échographie et que c'est corrélé avec la clinique du patient par exemple, on ira potentiellement faire le scanner en premier. Et bien évidemment, le bilan neurologique il va être hyper important pour évaluer s'il y a une notion de traumatisme crânien ou non. Et ensuite, comme ils disent, soins stabilisation pour maintenir ses fonctions vitales, on va maintenir une bonne pression artérielle, une bonne saturation en oxygène, donc on va lui délivrer de l'oxygène si on a besoin, l'intuber s'il y a besoin, le remplir si jamais il y a un saignement, stopper le saignement bien évidemment en premier lieu, lui mettre de la noradrénaline au besoin, etc. Donc bref, sa réponse est pas mal. Il parle du transport rapide. Moi, ce que j'attendais, c'est une notion de golden hour, mais je suis peut-être un peu trop exigeant avec lui. C'est-à-dire qu'il faut transporter la victime en moins d'1 heure sur une table d'opération s'il y a besoin, parce qu'en fait, une victime qui a un saignement intra-abdominal, par exemple, ce qui va le sauver, c'est la chirurgie, c'est pas nous, à notre niveau, dans la rue, avec un camion de SAMU. Globalement, la réponse est pas mal. Situation horrible. On arrive dans un appartement après une explosion de gaz, un adulte, un enfant, l'adulte est en arrêt cardio-respiratoire, l'enfant est en train de hurler, je sauve qui? C'est plus je fais quoi? Oh là, je vais faire chauffer le ChatGPT, moi je vous le dis. A few moments later. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il respecte les étapes de pas se mettre en danger, d'alerter, etc. Mais en l'occurrence, l'adulte, on doit pas le toucher tant qu'on est sûr que l'enfant va pas bien. Dans des situations à multivictimes, et là pourtant il y a que 2 victimes, une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire nécessite
beaucoup trop d'attention de la part de l'unique secouriste, alors que à côté de ça se trouve l'enfant il est brûlé et on doit l'extraire du danger et on passerait du temps. Comment formuler ça? Sur un multivictime, une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire est considérée comme morte jusqu'à ce qu'on ait l'effectif nécessaire pour aller la sauver. Mais on va l'écarter pour aller sur des victimes où on pourrait prioriser. Dans un cas de multivictime, on peut pas perdre du temps. Une personne en arrêt cardio-respiratoire, elle nécessite trop de temps, alors que par exemple l'enfant, il n'est pas encore en arrêt cardio-respiratoire, mais si jamais on fait pas quelque chose immédiatement pour l'extraire du danger, il va lui aussi tomber en arrêt cardio-respiratoire. Donc la réponse n'est pas vraiment bonne, il faut s'occuper de l'enfant, s'assurer que l'enfant est totalement bien et totalement sécurisé, puis ensuite s'occuper de l'adulte. Mais c'est pas formulé exactement comme ça. Quel est le meilleur monitorage du débit cardiaque? On va voir s'il a des conflits d'intérêts. Très intéressant, c'est surtout sa conclusion, parce que moi j'ai demandé quel est le meilleur monitorage du débit cardiaque pour essayer de voir s'il y a du conflit d'intérêts en disant oui, telle marque, mais en fait il parle pas du tout de marque, il parle uniquement de technique. Il n'y a pas de technique de monitorage du débit cardiaque qui soit considérée comme la meilleure dans toutes les situations. Le choix de la technique dépendra des circonstances cliniques et des ressources disponibles. Il cite les principales, l'échographie cardiaque standard, l'échographie Doppler, la thermodilution qu'on appelle la PICO, l'impédentimétrie qui est en train d'arriver de plus en plus dans les réanimations. Donc on colle des pages d'électrodes sur le haut du thorax et sur le bas du thorax, ça envoie un influx électrique, ça calcule via l'impédentimétrie justement le débit cardiaque, donc c'est pas invasif et c'est assez génial. Et le Doppler transœsophagien, voilà. Bon, il y en a d'autres, mais il a cité les principaux. Dernière petite question. L'adrénaline est-elle vraiment utile en cas d'arrêt cardio-respiratoire? Ça, c'est un vrai débat parce que les études sont pas franchement au point là-dessus. Là, le problème de ChatGPT, c'est qu'il se base que sur un protocole et pas sur les études et pas sur de façon très précise les papiers qui sortent sur l'adrénaline et qui montrent que un jour ça pourrait disparaître parce qu'au final on fait très peu d'études sur on peut pas faire d'études sur le devenir des patients, on peut pas faire une branche où on va pas mettre d'adrénaline chez des patients, en tout cas on peut pas le faire en France pour faire une étude, c'est pas possible vu qu'on considère que l'adrénaline augmente les chances de survie, on peut pas se permettre de dire ok lui on va le randomiser, il va pas avoir le droit à l'adrénaline. Mais du coup ChatGPT il dit que oui c'est sûr, il dit oui l'adrénaline est un médicament couramment utilisé, mais c'est pas vraiment ma question, est-ce qu'elle est vraiment utile? Il répond pas à cette question-là. Il parle des propriétés de l'adrénaline, effectivement, ça va augmenter la fréquence cardiaque, la contractilité, la pression artérielle, c'est effectivement le rôle de l'adrénaline, mais voilà, l'adrénaline est souvent administrée lors de la réanimation cardio-pulmonaire, c'est recommandé par les protocoles de réanimation, mais il ne me donne pas son avis, il ne va pas essayer d'aller nuancer justement les protocoles. Et là, du coup, il se mouille pas trop, et c'est dommage, parce que justement, quand on va le chercher un peu dans ses retranchements, ChatGPT, il botte en touche le petit salopard. Il ne se mouille pas. Là, j'aurais bien aimé son avis, justement, est-ce qu'il lui demandait tout simplement s'il a lu des études à le sujet là, etc. Et non, pas vraiment, visiblement. Voilà, c'est terminé avec ce deuxième épisode consacré au décortiquage de ChatGPT. Il m'a un peu plus déçu que la première fois, parce que la première fois j'avais posé des questions peut-être plus simples. Là, on sent qu'il se mouille pas trop, et on sent qu'il y a un côté plus superficiel, plus artificiel, plus scolaire dans ses réponses. Elles sont pas nuancées, donc voilà. Est-ce que finalement c'est pas ça la limite de ChatGPT en matière de prise en charge médicale? Je ne sais pas. Dites-moi votre avis en commentaire. Si vous voulez que je fasse un épisode 3, je pourrais le faire à la rentrée par exemple. Là, je vais pas en faire pendant plusieurs mois parce qu'on a quand même mangé 2 épisodes en peu de temps. On va laisser ChatGPT évoluer et finir ses années de médecine. Et ensuite, on verra ce qu'il vaut au fur et à mesure des mises à jour. Je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know.